On va tout de suite commencer par les enjeux de sécurité. Je vous le disais, pour 93% des Français, c'est donc une préoccupation majeure. Explications et réactions avec ce reportage de Yael Benamou. C'est un chiffre qui interpelle. 93%, soit la quasi-totalité des Français, se disent préoccupés par la sécurité. Pour 50% des personnes interrogées, c'est même un thème très important, autant pour les hommes que pour les femmes, qui se sentent parfois en danger. En particulier le soir, surtout étant une femme, c'est plus compliqué d'être seule dans les transports en commun. Mais l'autre jour, j'ai attrapé la main dans le sac, elle était en train d'ouvrir le sac de ma femme. En plein jour, à Paris, ici, pas dans un coin difficile. À Paris, la sécurité est un thème primordial pour 55% des habitants. Cette préoccupation est aussi corrélée à l'âge. Plus on vieillit, plus on est inquiet. J'ai peur d'être suivie dans mon immeuble, parce que je vis seule. Et avant de faire le code, je regarde s'il n'y a personne sur le trottoir. La nouveauté de ce sondage, la sécurité n'est plus un thème qui préoccupe uniquement les électeurs de droite. Voilà pour ce reportage, on en débat tout de suite dans Punchline. C'est parti pour ce soir. Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Et il est 18h si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Bienvenue à tous. On est avec le commissaire bonsoir à nouveau. On entend les témoignages des gens qui ressentent l'insécurité, qui la vivent bien au-delà de la ressentir. On a ces 93% de Français qui disent oui, c'est une préoccupation très importante pour nous. Et il y a ces policiers qui sont tous les jours agressés. C'est un cercle absolument infernal de la violence auquel on assiste. En tout cas, moi en tant que policier, je ne suis pas du tout surpris que 93% des Français dans ce sondage se sentent... je dirais, concernés par la sécurité, voire craignent pour leur sécurité. Qu'est-ce qu'on a dans la sphère familiale ? Je crois qu'on a tous autour de soi des gens qui sont capables d'en parler et de le ressentir. Enfin, moi, comme tout le monde, comme beaucoup de gens, j'ai des enfants qui ont des problématiques de transport. Chez les personnes âgées, il y a d'autres problématiques. Il y a une problématique de voie publique. Ça n'est pas normal qu'en France, aujourd'hui, en 2021, quels que soient d'ailleurs les territoires, parce qu'on n'est plus sur des sujets de quartiers difficiles où on ne peut pas se promener, il y a des sujets de sécurité dans les grandes villes. Un rodéo urbain dans une ville comme Lyon, ça met les gens en insécurité. On voit des gens qui, en toute impunité, circulent avec des motos volées, prennent les plus grands risques. Les gens sont capables aussi aujourd'hui, avec les médias, avec les chaînes d'information, avec les réseaux sociaux, de voir ce qui se passe, mais aussi de voir la réponse qui est donnée. Et aujourd'hui, on n'est pas tant sur un sujet de sécurité ou de police que sur un sujet de chaîne pénale et de réponse pénale. Je crois que c'est là où le sujet s'est un petit peu décalé ces dernières années. Et s'ils ont ce sentiment-là, tous ceux qui ont... je dirais, débattu pour dire ne mélangeons pas le sentiment d'insécurité et l'insécurité, on fait une erreur. C'est que quand il y a un sentiment d'insécurité, nous, policiers, on a appris à essayer de traiter ce problème avec la population, à se rapprocher de la population, à mieux dialoguer, à essayer de faire en sorte de faire plus de proximité, plus de présence. On a notre part à prendre. Mais tous ceux qui ont séparé l'insécurité du sentiment d'insécurité ont fait une erreur parce que les deux sont liés. On n'est pas rarement dans un sentiment d'insécurité quand on ne l'a jamais vécu ou qu'on ne l'a subi pas, au moins indirectement. Pierre Licia, votre avis sur à la fois ce sondage et la réalité que vivent les Français tous les jours ? 93% des Français qui considèrent que la sécurité est une préoccupation importante pour eux, ça veut dire une chose, ça veut dire que les Français sont en demande de sécurité. Ils sont en demande de sécurité et on a au même moment des sondages qui nous font la démonstration que les Français considèrent que la justice, à côté de ça, alors qu'il y a une demande de sécurité, que la justice n'est pas suffisamment présente, n'est pas suffisamment ferme et forte. Donc déjà, il y a un différentiel entre la demande de sécurité et donc du bleu dans les rues, j'allais dire, avec une présence policière renforcée, les policiers qui font pour le coup leur travail et qui le font bien. D'ailleurs, quand on parle souvent de retisser le lien entre la police et les Français, moi je trouve que c'est absurde comme réflexion. Les Français n'ont pas besoin de retisser le lien, ils sont en demande de sécurité, ils sont en demande de policiers. Les Français ont besoin de leur police, ils le font savoir chaque jour et ce sondage en fait la démonstration. En revanche, il y a une partie des Français, généralement ceux qui ont assez peu intérêt à ce qu'il y ait plus de bleu dans les rues, les délinquants, les réseaux mafieux, qui eux n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait justement ce regain, ce surge policier dans les rues de nos villes et qui du coup s'en prennent directement aux policiers. Et donc plus vous avez une demande, une attente des Français pour plus de sécurité, plus vous avez certaines parties de la population délinquante, du coup, qui s'en prend directement aux forces de l'ordre. Mais on va arriver à un espèce de point de non-retour. Je veux dire, si effectivement il y a ces deux sentiments qui montent en même temps, à la fois les délinquants qui en rajoutent et la population qui se crise parce qu'elle veut plus de sécurité, il y a un moment où il y aura peut-être des gens qui vont se faire justice eux-mêmes. David Lebar, c'est un des risques ?
C'est une des polémiques des jours passés sur les réseaux sociaux. Les gens du bus près de Lyon, à Villeurbanne ou à Vénissieux, enfin dans la banlieue lyonnaise, Vaux-en-Velin. qui sont à Vaux-en-Velin, pardon, qui sont pris à celui qui a essayé d'incendier le bus alors qu'il y avait des passagers dedans. Les gens ont des raisons de s'inquiéter quand ils voient que si eux-mêmes sont en demande de sécurité et que les policiers eux-mêmes sont agressés pour ce qu'ils sont, et même quand ils ne sont pas au service, exemple du policier qui était sur les transports en commun. Donc ce sujet-là est un sujet d'inquiétude, et c'est d'autant plus un sujet d'inquiétude que quand il n'y a pas la réponse pénale, ou en tout cas quand les gens ont le sentiment qu'il n'y a pas la réponse pénale, c'est encore plus un sujet d'inquiétude. Après, ce débat politique, là où il est inquiétant, c'est que moi, j'ai toujours assez peur du concours Lépine, parce qu'il y a un moment, il y a le droit, il y a la Constitution, il y a ce qui est faisable ou peu faisable. Puis il va falloir que tous ceux qui sont candidats et qui ont un discours politique sachent faire la différence entre le court terme et le long terme. Moi, je vais être très honnête avec vous, il y a des sujets d'insécurité qui ne seront pas traités avant un temps très long, qui est celui d'au moins une génération. Ça touche l'éducation, ça touche une tranche d'âge qui ne sera pas récupérable comme ça en 2 ans ou par un geste politique. En revanche, il y a des sujets de court terme qu'il faut regarder. Il y a des pays étrangers qui ont des solutions sur, par exemple, l'emprisonnement. Je pense qu'un primo-délinquant qui a commis une énorme bêtise peut être considéré comme incarcérable différemment qu'un multiréitérant. Il faut inventer un système carcéral nouveau. Il faut du temps court pour faire une réponse courte, pour que les gens voient que ça s'améliore. Et les gens, je crois aujourd'hui, pour en finir sur ce point-là, ce sentiment, se rendent bien compte que c'est pas tant le sujet de la police que celui de la justice. C'est pas une question de dire un tel a tort, un tel a raison, mais aujourd'hui la police, c'est en plus celle qui éponge le ressenti de la population, parce qu'on est face aux gens dans la rue qui ne comprennent pas pourquoi ça s'améliore. Et la question de la réponse pénale est centrale. Mais ce à quoi on assiste, c'est aussi qu'on a le sentiment que la peur a changé de camp. Quand on voit que les policiers sont terrorisés, quand on voit leurs noms affichés dans tous les halls d'immeubles maintenant, avec leurs plaques d'immatriculation, leurs adresses, quand on voit qu'ils sont agressés lorsqu'ils prennent le train en civil, enfin hors service en civil, on se dit que la peur a changé de camp, et ça fait évidemment frémir. On va écouter le témoignage d'un policier, qui témoignage à visage couvert, qui a été recueilli par Marine Mulset et Sacha Robin. Il explique qu'il a absolument pris la peur, voilà, et qu'il a décidé de déménager pour mettre les siens à l'abri. Écoutez-le. Ce policier fait partie de la brigade anticriminalité depuis une vingtaine d'années. Sous couvert d'anonymat, il témoigne de la hausse des agressions que subissent les forces de l'ordre. Pour lui, l'explication est simple. C'est surtout à cause des gens qui filment. Le problème, c'est la diffusion qui en est faite. Comme on n'est pas flouté, les gens peuvent nous reconnaître. Je me suis déjà retrouvé sur des réseaux sociaux et identifié en tant que policier, avec beaucoup de mes collègues. Ça a été pour la majorité d'entre nous sans conséquence, heureusement. Il déplore une absence de sanction. Dans la majorité des cas, il n'y a pas de suite, et quand il y en a, c'est assez léger. Enfin, faut être réaliste. La justice ne va pas mettre ces gens en prison. Et rien n'est appliqué la plupart du temps, à part peut-être des rappels à la loi, mais bon. Mais c'est surtout pour sa famille qu'il est inquiet. Quand vous êtes avec votre fille, c'est différent. On sent cette espèce de... Enfin, je ressens de la peur de me dire, mais qu'est-ce qu'ils pourraient lui faire s'ils comprennent que je suis policier et que ces gens-là ont déjà une haine anti-flic. Face à ce constat, il a fait son choix. Je vais déménager parce que je ne tiens pas à ce que mon image soit affichée sur des réseaux sociaux et que des gens de mon quartier puissent me reconnaître et qu'ensuite ça puisse se retourner contre ma fille, ma compagne. S'il a décidé de déménager, pas question pour lui de renoncer à son métier. David Lebars, la peur a changé de camp ou pas ? Ce qu'il faut retenir, c'est que ce collègue, ce monsieur, il a sans doute une quarantaine d'années, il a 20 ans de police et il est en bac. Ça veut dire qu'il est expérimenté, comme on dit un peu trivialement, il en a vu. Et s'il en est là, c'est qu'il y a un véritable sujet. Alors, moi, j'ai connu ce type de mise en cause. À l'époque, c'était Copwatch, le fameux site qui placardait les policiers, qui en mettait le plus possible sur leurs identités pour que les gens qui en veulent aux policiers puissent s'en prendre aux policiers. Donc tout ça n'est pas nouveau. Mais effectivement, ce que dit parfaitement ce collègue de bac, c'est que sa sensation légitime, c'est que rien n'a changé depuis 15 ans. On n'obtient pas le floutage alors qu'on sait que techniquement c'est faisable. On nous annonce des lois qui renforcent les sanctions prises contre ceux qui agressent les policiers. On a des exemples récents et encore certains très récents où ils ne sont même pas poursuivis. Enfin, moi je voudrais pas reparler de l'affaire Montrouge, mais je vais le faire quand même. Quand on a un geste universel, qui est celui de policiers qui arrivent et qui pointent leur arme sur l'individu qui est armé. Je crois que partout dans le monde... Un homme qui sortait de l'office de l'immigration avec 2 couteaux. Voilà. Il a 2 couteaux. À partir du moment où cet équipage de policiers arrive, arme à la main, et lui demande de lâcher son arme. Dans la seconde même où cet individu ne relâche pas son arme, peu importe d'ailleurs s'il veut en faire usage sur les policiers ou sur lui-même, parce que même s'il est dangereux pour autrui, pour lui-même, ça nécessite aussi l'usage de la force, on comprend que le langage universel n'est pas reconnu par la décision de justice. Moi, je ne vais pas la commenter, mais c'est incompréhensible pour des policiers de terrain de se dire qu'il n'a pas été poursuivi sur ce geste-là, qui visuellement
de nombreux avocats ont dit il y avait la situation de légitime défense. Donc, au bout de 20 ans, quand on prend juste la tranche de temps de ce collègue de bac qui veut déménager, mais moi je ferai comme lui, parce qu'il est exposé sur la voie publique, il sait qu'il peut être placardé sur les murs d'une cité HLM, que son numéro de téléphone, son identité peut être livré à la vindicte, et c'est sa femme, sa fille, moi je vous l'ai dit ici en service, dans des départements difficiles. J'ai fait déménager en urgence des familles. Il faudra le refaire. Mais on ne peut pas toujours faire une réponse. Il va falloir un moment qu'on ait des solutions pour que tout ça s'arrête. Sinon, on va perdre nos effectifs et nos gradés, nos cadres de police qui savent faire. Et les recrues, et les nouvelles recrues aussi. On ne va pas en tout cas rassurer les jeunes. Pierre Dissier, un petit mot, et après Karim. Malheureusement, David Lebars l'a dit, c'est pas un cas isolé de policiers qui déménagent. Il y a quelques semaines, j'accompagnais Valérie Pécresse dans la banlieue de Lyon, du côté de la Duchère. On a rencontré un policier qui nous disait qu'il avait été mis en cause dans son quartier résidentiel, que ces plaintes avaient été classées sans suite. Donc là, on en revient encore à la question de la réponse pénale, où on a le sentiment que les policiers ne sont pas du tout soutenus, ne sont pas du tout appuyés, encore moins par la justice, parce que les peines ne sont pas appliquées. Et il a dû démissionner de ce quartier qu'il aimait, que c'était son quartier, il y élevait ses enfants, etc. Donc effectivement, il y a un vrai sujet de réponse pénale. Et se poser la question, effectivement, vous l'avez dit, du court terme, du moyen terme, du long terme, effectivement, sur l'éducation, sur l'urbanisme, sur la politique logement, il y a beaucoup de choses à faire. Mais à très court terme, un primo-délinquant aujourd'hui, s'il est condamné, ce qui n'est pas toujours le cas, il est éventuellement doté d'un bracelet électronique et il retourne dans son quartier. Son bracelet électronique, c'est un bâton de maréchal pour lui, c'est un trophée, et donc il en ressort renforcé, grandi. Nous, ce que nous proposons avec Valérie Pécresse, c'est de pouvoir créer des centres de détention pour les primo-délinquants qui n'auraient pas le même niveau de sécurité qu'une prison, mais qui permettent un éloignement forcé du délinquant par rapport à son quartier. Avec port du bracelet électronique, mais éloigné de son quartier. Il y a des solutions comme ça existe, ça coûte pas beaucoup plus cher. En tout cas, ça coûtera toujours moins cher que d'avoir des délinquants dans la nature et qui ne aujourd'hui redoutent plus la justice et les policiers. Karim, sur le témoignage de ce policier qui dit « mais je vais déménager, j'ai trop peur pour ma fille en fait ». On constate effectivement qu'il est urgent d'apporter une réponse politique à la fois forte, ferme et franche. C'est la politique des 3 F. Donc là, il faut réagir. Ça ne peut pas durer. C'est pas le fonctionnaire de police qui va, quasiment se mettre en fuite parce qu'il se sent pourchassé par des délinquants. C'est le monde à l'envers. C'est l'inversion de toutes les règles les plus essentielles et les plus élémentaires dans une société qui va bien, qui marche à l'endroit. Donc là, j'ai le sentiment qu'on marche sur la tête. Donc la réponse politique forte, elle doit se situer à 2 niveaux. D'abord, donc il faut dresser un cap. Ce cap, aujourd'hui, dans ce gouvernement, il est confus, il est contradictoire. Il faut une direction. La direction, c'est tolérance zéro. Pour parvenir à la tolérance zéro, il faut plus de bleu sur la voie publique, que les fonctionnaires de police ne soient pas comptablement en situation d'infériorité face aux délinquants, et 2, une réponse pénale qui soit en duo et pas en dualité avec le travail des forces de l'ordre. Ça veut dire qu'il faut qu'à un moment donné, cette justice, elle soit, le prolongement du travail des forces de l'ordre. Pour que ce soit le prolongement, il faut qu'il y ait plus de sévérité. Il faut qu'il y ait un code pénal qui soit appliqué, et il faut qu'on se donne les moyens de l'appliquer, le code pénal. Bien sûr, comme l'a dit David Lebars très justement, donc on ne va pas claquer des doigts et avoir 20 000 places de prison supplémentaires. On ne va pas avoir 50 centres d'éducation renforcés supplémentaires. Mais si on s'était mis il y a 4 ans, cher David Lebars, peut-être qu'aujourd'hui, donc, on aurait une réponse beaucoup plus ferme, beaucoup plus franche, donc des magistrats qui, pour éviter la surpopulation carcérale, on a 70 000 détenus, 70 000 places de prison. Mais ça marche pas. Ça peut pas fonctionner. Donc, le système de réinsertion ne fonctionne pas en prison. Donc, c'est une fabrique de délinquants. Donc, 2, il n'y a pas d'incarcération parce qu'il n'y a plus de place en prison. Commissaire. Il faut qu'on ait une réponse pénale forte et franche et rapide. Et surtout certaine. Allez-y, commissaire. Vous imaginez bien que j'acquiesce à tout ce qui vient d'être dit. Simplement, nous, policiers, on le subit, cette défaillance, entre guillemets, de la chaîne pénale. Ça permet aussi de relativiser sur ceux qui vont attaquer les magistrats sur leur idéologie. Avant d'aller sur ces sujets-là, il faut considérer aussi à quel point la justice est le maillon faible du système. Tant qu'on aura un pays qui aura 2 à 3 fois moins de magistrats que ses propres voisins européens, 2 à 3 fois moins de places de prison, qui est condamné par l'Europe parce qu'on incarcère les gens à 4 ou à 5. Tant qu'on en sera là, on entendra légitimement le ministre de la Justice actuel qui dit que c'est un incubateur à délinquance. Mais c'est aussi de la responsabilité des gouvernements de lancer ces grands programmes. Donc j'en ai parlé tout à l'heure et Pierre Dissier dit qu'il le propose avec Valérie Pécresse, dont acte. Trouvons des systèmes pour prévoir ça dans le court terme. L'incarcération par un bailleur privé, enfin moi je vais dire les mots, si un primo-délinquant
a comme caution de rentrer lui-même dans sa cellule le soir, d'aller à son travail et de purger sa peine comme ça, parce que, mettons, il a commis un délit routier grave, il a en aucune raison, la justice n'a aucune raison de le mettre avec des délinquants type trafiquants de drogue ou des meurtriers. Il faut créer des systèmes pour certains délinquants.